On commence donc par ce drame effroyable. Un chômeur de 43 ans s'est immolé par le feu devant les locaux de Pôle emploi à Nantes. Lundi, il avait prévenu qu'il allait mettre fin à ses jours. L'homme était arrivé en fin de droit et ne touchait plus ses indemnités. Émilie Queneau. L'agence de Pôle emploi est restée fermée depuis le drame. À midi, Jamal Chab, 43 ans, chômeur en fin de droit, s'est immolé ici par le feu. Il avait prévenu de ses intentions suicidaires. Les forces de l'ordre, pourtant présentes, n'ont rien pu faire. L'enquête permet de déterminer que la personne est arrivée en autobus dans une rue adjacente vers 12 heures, a abandonné ses clés ainsi qu'un sac en plastique avec un conteneur javel rempli d'essence, s'est aspergé et ensuite a couru, passant l'angle de rue, donc à 50 mètres environ, est arrivé sur la façade de Pôle emploi, déjà en feu. Donc les policiers présents ont tout de suite pris un extincteur, l'agent de sécurité l'a recouvert d'une couverture, mais il était déjà trop tard, elle avait déjà parcouru 70 mètres, c'était enflammé dans une rue voisine. L'enquête devrait déterminer exactement les raisons du suicide. Jamal Chab avait travaillé en tant qu'intérimaire en fin d'année dernière. Il espérait toucher des indemnités de chômage, mais selon Pôle emploi, il n'avait pas assez cotisé. Ce soir, les agents se disent traumatisés. On s'occupe de nos collègues qui sont vraiment extrêmement choqués et dans des situations, si vous voulez, d'émotions extrêmement fortes. Et la priorité, c'est d'abord, évidemment, la pensée pour la famille de ce pauvre demandeur d'emploi, mais surtout aussi les collègues qui sont vraiment chamboulés. Les associations de chômeurs dénoncent ce soir l'aggravation des conditions de vie des personnes sans emploi et rappellent que le taux de suicide chez les chômeurs est 6 fois plus élevé que parmi le reste de la population. Michel Sapin, le ministre du Travail, se rend ce soir sur place avec le directeur général de Pôle emploi. Jean-Marc Ayrault, bonsoir, merci d'être notre invité. Votre première réaction à ce geste de désespoir, un geste qui forcément nous interpelle tous. Il nous interpelle tous et je crois qu'on peut ressentir qu'une très forte émotion. Le reportage le montre. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce drame? Bien sûr, il y a cette situation de précarité, de chômage, et puis il y a aussi sans doute un drame humain. Et on ne peut être que choqué. Et puis le personnel de Pôle emploi, qui avait été prévenu de ses intentions, a fait son travail. Et ils sont très choqués. D'ailleurs, vous avez vu que le service avait été fermé temporairement. J'ai demandé à Michel Sapin, ministre du Travail, de se rendre sur place immédiatement. Il vient d'arriver à Nantes. Et il va, bien sûr, essayer de en savoir plus. Mais il va aussi parler avec le personnel de Pôle emploi. Qui est traumatisé et ce oui, soir. et parce que d'abord, ils font un travail très difficile. Ils sont en première ligne aussi. Il y a beaucoup de dimensions humaines dans ce travail. Il y a ceux qui d'abord sont les demandeurs d'emploi, et puis il y a ceux qui sont là à leur service. Et c'est toujours difficile, c'est compliqué. Donc moi, je voudrais vraiment exprimer encore une fois ma très profonde émotion. Alors Jean-Marc Ayrault, vous restez bien sûr avec nous. On va parler emploi, économie, et on commence par les très mauvais chiffres de PSA, 5 milliards d'euros de pertes enregistrées l'an passé. Les syndicats dénoncent un artifice comptable pour noircir finalement le tableau en pleine négociation sur le plan social. Alors que signifie cette perte astronomique? On voit ça avec Luc Lacroix, Annelise Berthiaud. 6 voitures sur 10, produites dans les usines PSA, sont vendues en Europe. Un marché aujourd'hui en perte de vitesse et Peugeot-Citroën en paie le prix fort. Le groupe annonce plus de 5 milliards d'euros de pertes, mais l'essentiel, 3 milliards 900 millions, vient de dépréciation d'actifs. Une opération comptable qui revoit à la baisse la valeur de tous les biens d'une entreprise suite à la crise. Par exemple, une usine valait 100, elle est désormais estimée à 80. C'est pas de l'argent qui est sorti du groupe, c'est pas une perte d'argent, c'est l'employeur qui décide que telle ou telle usine vaut moins que ce qu'elle valait. Qu'au total, la situation n'est absolument pas catastrophique. C'est un effet d'annonce pour choquer l'opinion publique. Selon la direction, impossible de faire autrement. J'aimerais, dans cette situation, malheureusement, en cash, nous avons affiché 3 milliards d'euros de pertes en trésorerie. Et ça, c'est une réalité absolument claire. Dans ce contexte de crise, hier, plusieurs syndicats se sont dit favorables au plan social présenté par la direction. Il faut prendre conscience de la situation effective dans laquelle est le groupe. Et je pense qu'il faut aussi avoir une vision globale et dire que, bon, certes, c'est malheureux ce qui se passe à Aulnay, c'est malheureux ce qui se passe à Rennes, mais il ne faut pas que cette situation entraîne la perte globale du groupe.
Pour sortir de l'ornière, la direction veut mieux différencier les marques du groupe. À Citroën, l'entrée de gamme, à Peugeot, le haut de gamme. Les salariés de PSA, ceux de Goodyear et d'ArcelorMittal se sont retrouvés hier dans la rue pour interpeller votre gouvernement, Jean-Marc Ayrault. Ils demandent plus de protection contre les licenciements. Alors nous avons rencontré l'une des manifestantes. C'est une ancienne salariée des Trois Suisses. Elle n'a pas l'habitude de manifester, mais là, vous allez l'entendre, elle se dit déçue. C'est un reportage de Jocelyn Debrow et Olivier Palomino. Dans ce pavillon de la banlieue caennaise, Tiffaine vit avec son conjoint et leur fils de 4 ans. Une maison où certains travaux ont été interrompus. Tout le côté électricité qui n'est pas aux normes actuellement, toute la cuisine. Là, on devrait avoir une fenêtre prochainement, mais là, pour l'instant, on a tout mis en attente. Des travaux stoppés à cause d'une situation instable. Il y a 1 an, Tiffaine reçoit cette lettre de licenciement. Les Trois Suisses suppriment 150 emplois et ferment l'agence de Caen où elle travaille. Sonnée, la jeune femme peine à retrouver un emploi et doit faire une croix sur ses projets personnels. On ne sait pas si notre maison pourra la garder, on ne peut pas faire de projet de vie, aussi bien que dans la recherche de travail où on ne peut pas se permettre d'accepter 1 100 €, sinon on perd la maison. Et puis on a envie quand même de pouvoir un jour repartir en vacances pour les enfants, avoir un 2e enfant. Et tout est mis en stand-by, on peut jamais rien prévoir, quoi. Mais la situation empire en octobre dernier lorsque son conjoint, salarié dans les transports, perd lui aussi son travail. 2 licenciements économiques et un sentiment d'injustice qui pousse Tiffaine à s'engager. Elle n'avait jamais milité de sa vie. La voilà avec le t-shirt rose de Licenciel, un collectif d'anciennes salariées des Trois Suisses. L'entreprise Trois Suisses était en bonne santé, que les actionnaires comme le groupe auto allemand, qu'on ne se cache pas de dire aujourd'hui, qui fait des bénéfices colossaux et qui ne cesse d'accroître ses bénéfices. Tout ça, ça ne peut pas laisser de marbre, quoi. Qu'est-ce que vous demandez au gouvernement ? Qui bouge enfin, que ce que Hollande a fait lors de sa promesse ce soit enfin tenu, qui propose des choses concrètes. Une colère partagée dans toutes les entreprises touchées par la crise. Comme Tiffaine, ils étaient plusieurs centaines à manifester hier pour soutenir les salariés de Goodyear. Jean-Marc Ayrault, vous avez entendu la déception, l'impatience de cette mère de famille, elle est assez représentative. Est-ce que, comme Manuel Valls, vous craignez une implosion sociale ? Moi, je suis le chef d'un gouvernement de combat pour l'emploi. Et donc je comprends la colère, parfois le désespoir. La patience. Le sentiment d'abandon parfois aussi. Vous savez, le quinquennat précédent, le nombre de chômeurs a augmenté d'1 million. Ça laisse des traces. On n'en est pas encore sorti, loin de là. Et puis il y a des secteurs industriels, on le voit avec l'automobile, en grande difficulté. Mais on ne baisse pas les bras. Et le gouvernement que je dirige s'est donné des outils pour réussir, pour redresser les choses. Et la première mesure là, qui est en place maintenant depuis le 1er janvier, c'est le pacte pour la croissance et l'emploi, avec un crédit d'impôt pour les entreprises qui peuvent percevoir tout de suite. Ça concerne toutes les entreprises, petites, moyennes et grandes. C'est 20 milliards d'euros, c'est un effort sans précédent. Il faut l'utiliser. Mais à quand les premiers effets ? Mais les effets, ils vont venir. Simplement, il faut que ces outils soient utilisés. Autre outil, la Banque publique d'investissement, elle est en place. La réforme bancaire, elle est en train d'être votée par l'Assemblée nationale. Les emplois d'avenir, ça y est, mais on n'est pas au bout du compte. Attendez, mais laissez-moi finir. Les emplois d'avenir, les contrats de génération, c'est voté demain par l'Assemblée nationale. Il va falloir utiliser tous ces outils. Et puis, dernier point que je voudrais dire, c'est l'accord interprofessionnel qui va passer dans la loi bientôt, au mois de mars, entre les employeurs et les salariés. Qu'est-ce que c'est, cet outil-là supplémentaire? C'est justement pour prévenir des situations. Quand on cite, par exemple, le cas des Trois Suisses qui fait des bénéfices, plutôt que de licencier, pas chercher de solution, il faut, lorsqu'on réorganise, et c'est normal que dans un certain nombre de secteurs on réorganise, qu'on trouve des solutions par la négociation avec les représentants des salariés, qu'on ne les laisse pas tomber, que le bout des difficultés économiques ou des réorganisations, ce ne soit pas systématiquement le licenciement. Les outils sont là, je le répète, ils sont là, c'est nos choix politiques, c'est notre volonté politique, et l'objectif, il est très clair, c'est celui du président de la République, c'est renverser la courbe du chômage à la fin de l'année 2013. Fin de l'année 2013, c'est votre engagement? Oui, c'est un engagement qui est très fort. Je voudrais qui demande énormément d'engagement, d'investissement et de personnel politique de tout le gouvernement, mais aussi de tous les acteurs de la société. Et je pense en particulier aux entreprises. Quand on donne des outils comme le crédit d'impôt aux entreprises, il faut qu'elles les utilisent. Lorsque les partenaires sociaux se donnent des moyens de négocier, il faut qu'ils négocient. Alors, justement, je voudrais revenir sur 2 points. L'accord du 11 janvier qui a été transposé en projet de loi, ça doit passer maintenant devant les parlementaires, c'est pas gagné. Mais c'est pas gagné, mais rien n'est jamais gagné.
Vous savez, le gouvernement que je dirige, je le dis, c'est un gouvernement de combat parce que tout ce que nous avons à faire, c'est un combat. Et moi, je fixe des objectifs ambitieux pour que tous se mobilisent. Mais c'est pas moi qui vais baisser les bras. Alors, moi, je crois que notre politique est juste. Je crois qu'elle est nécessaire, qu'elle demande des efforts et qu'elle portera ses fruits. Mais faut-il encore qu'elle soit menée jusqu'au bout? Alors, objectif ambitieux, les contrats d'avenir. J'aimerais qu'on regarde ces chiffres qui vont s'afficher. À ce jour, 4600 contrats signés au 5 février. Alors, votre objectif, c'est 100 000 pour cette année. Ça ne marche pas, ça n'intéresse pas visiblement ni les entreprises ni les jeunes. Ça monte doucement. Ça monte doucement parce que ce sont des jeunes qui sont très éloignés de l'emploi, sans qualification. Il faut sortir du chômage, qu'il faut sortir du désespoir, parce que c'est ça qui est un enjeu. Comment vous allez les chercher? Eh bien, ça veut dire qu'il faut que les collectivités locales, que le secteur associatif, le secteur de l'économie sociale et solidaire se mobilisent. Ils jouent pas assez le jeu? Mais les ministres vont partout en France pour présenter ces mesures. Le crédit, là il s'agit des emplois d'avenir. Demain c'est les contrats de génération. Ça va concerner les entreprises. Maintien dans l'emploi des seniors, embauche d'un jeune en contrepartie avec une aide de l'État. Ça ne viendra pas tout seul. Moi j'appelle à la mobilisation. Et là on n'est pas encore à l'objectif. Ça monte progressivement en puissance, mais ça va marcher. Ça va marcher. Alors, ça c'est votre engagement et on l'espère. Hier, pour la première fois, François Hollande a envisagé de réviser à la baisse la prévision de croissance qui est de 0,8. Vous avez été trop optimiste, vous le pensez, aujourd'hui? Non, nous ne serons pas exactement, je le pense, aux 3% en 2013. Pour une raison simple, c'est que la croissance aujourd'hui en France, en Europe et dans le monde est plus faible que prévu. Voilà la réalité. Maintenant, je voudrais dire d'où nous venons, parce que c'est important de se le rappeler. Lorsque j'ai été nommé Premier ministre, nous étions à 5,2% de déficit public en France. Qu'est-ce que nous avons fait en 6 mois? En 6 mois, nous avons ramené ce déficit à 4,5. C'est un effort que la Cour des comptes a qualifié de sans précédent. Donc nous poursuivons notre trajectoire, notre objectif, nous allons le poursuivre. Mais l'objectif de 3% en fin de l'année, on n'en sera pas très loin. On sera combien? 3,1, 3,2? Je ne peux pas vous le dire, tout simplement parce que c'est la semaine prochaine que la Commission européenne va, pays par pays, donner les perspectives de croissance. Et donc ça sera vrai pour la France. Et une fois que ces perspectives de croissance pourra calculer le déficit prévisionnel, et c'est la nouvelle loi qui le prévoit, je présenterai avec le gouvernement en avril au Parlement la trajectoire financière. Mais en tout cas, l'objectif, je vous le rappelle, et il sera atteint, c'est notre cap, c'est l'équilibre zéro, le déficit zéro à la fin du quinquennat de François Hollande. Ce qui compte, c'est la trajectoire. Et pour y arriver, on a déjà engagé un certain nombre de réformes, fait des économies. Dans le budget 2013, il y a 10 milliards de prévus. J'ai décidé d'un gel de 2 milliards supplémentaires. Voilà, nous allons dans la bonne direction. Alors, on aurait pu parler aussi des économies que vous pourrez faire et que vous demande la Cour des comptes. Mais je voudrais qu'on parle d'un sujet qui intéresse nos téléspectateurs, c'est la retraite. On va voir que le gouffre continue à grossir, 21 milliards en 2017, 25 milliards en 2020. Il y a urgence. Quand allez-vous lancer la réforme? Maintenant. C'est quand maintenant? Mais maintenant, je voudrais simplement rappeler que nous avons une méthode de gouvernement. Et qu'il y a une méthode qui est très claire, qui est transparente. C'est celle de la négociation. Et en juillet dernier, il y a eu une grande conférence sociale où tous les partenaires sociaux étaient rassemblés. Et il y a une faute de route qui en est sortie et qui disait très clairement qu'en 2013, nous allions nous attaquer au problème des retraites qui n'était pas résolu par la réforme du précédent gouvernement. Je tiens quand même à le dire. On nous avait dit tout sera résolu. Eh bien non, ce n'est pas résolu. Dès 2013, que ce soit le régime général, la retraite de base, c'est 5 milliards d'euros de déficit. Et le régime complémentaire géré par le patronat et les syndicats, c'est aussi 5 milliards d'euros de déficit. Et eux, ils sont en train de négocier et ils vont trouver une solution. Donc j'ai proposé une méthode qui va être présenté aux partenaires sociaux pour qu'ensemble, nous sauvions notre système de retraite. Parce qu'il y a des Français qui s'interrogent, et on en connaît tous, qui se disent « Alors, est-ce que je vais continuer à percevoir ma retraite ?» Moi, je vous réponds « Oui, ils percevront leur retraite. Nous garantirons l'avenir de notre système de retraite, mais on ne peut pas continuer à vivre avec des déficits. Donc, nous trouverons des solutions ensemble et qui seront justes et efficaces. » Justement, parmi les solutions, les hypothèses évoquées, il y a notamment celle de mettre pour la première fois à contribution les retraités eux-mêmes. Est-ce que c'est une idée taboue? C'est une idée acceptable? Il n'y a pas d'idée taboue, mais il y a un principe de base pour moi qui est très clair, c'est la justice. Et c'est la solidarité. Donc, tout ce que nous le ferons à partir de ce principe-là. Mais nous ne le ferons pas comme ça de façon aveugle, en essayant de culpabiliser tel ou tel. Nous partirons de la réalité. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui,
au-delà du problème du déficit que j'ai cité, c'est qu'il y a dans notre système de retraite ou nos systèmes de retraite des injustices. Il y a des pensions de réversion très petites, il y a des petites retraites, il y a des femmes qui sont plus pénalisées que les hommes. Enfin, il va falloir aussi avancer dans des réponses qui soient à la fois des réponses financières, mais aussi des réponses de justice. Et c'est dans ce cadre-là que ces questions seront posées. Juste en un mot de justice, ça veut dire que potentiellement les retraités les plus riches, entre guillemets, pourraient être mis à contribution? Mais les retraités comme les autres, pas plus que les retraités que les autres. En ce moment, on nous a d'ailleurs critiqué pour ça, nous avons fait une réforme fiscale. Eh bien, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons demandé aux plus riches un effort plus important que pour les autres, en préservant les classes moyennes et les classes populaires. Eh bien, pour toutes nos réformes, eh bien, ça sera la même approche. Merci beaucoup, Jean-Marc Ayrault, d'avoir été l'invité du 19-20. Merci.